Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental, où aujourd'hui on reste dans le positif, comme la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de la semaine dernière, on parlait de bonheur et de ce genre de choses. Eh bien, il y a aussi un point qui peut être essentiel pour être heureux, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, l'auto-compassion. La compassion pour les autres, c'est bien aussi, hein, totalement. Mais peut-être que un peu d'autocompassion, ça pourrait aussi nous aider à vivre mieux et à aussi en faire preuve pour les autres, peut-être, hein, que c'est. On va pouvoir voir tout ça dans cet épisode. Est-ce que est-ce que ça te motive de refaire un deuxième podcast aussi positif que ça, Laure? Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup ce sujet-là et je sais à quel point ça peut être difficile de développer Ouais. l'autocompassion, hein, pour les êtres humains. On a un plus de facilité à avoir de la compassion pour les autres, même si c'est pas le cas de tout le monde, mais quand même, il y a plus de facilité à avoir de la compassion pour les autres que pour nous-mêmes. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup aussi avec les personnes que j'accompagne. Et j'en profite, transition. Waouh, aujourd'hui, j'ai fait une transition sur la présentation, pas scriptée, mais voilà, j'ai trouvé comme ça en improvisation. J'en profite donc pour dire qui je suis. Donc, je suis Laure, psychologue et psychothérapeute, et donc j'accompagne des personnes qui veulent se rétablir dans leur traumatisme, mais pas que. Et dans les traumatismes, ça joue aussi beaucoup sur la perception de soi, comment on va se voir, comment on va stresser. Et souvent, Mhm. les personnes qui ont vécu des traumatismes ont du mal, beaucoup de mal avec l'autocompassion. Donc, c'est tout un travail qu'on fait aussi en thérapie. Et je pense que c'est aussi un sujet, Yannick, que toi, de ton côté, tu connais bien, Alors que je connais bien théoriquement et en théoriquement. pratique depuis quelque temps, on va dire qu'on fait au mieux, comme tout le monde. Mais effectivement, l'autocompassion, c'est vrai que c'est un sujet et même la compassion de manière générale, Mm, hein, pour soi, pour les autres, etc., c'est un sujet qui est assez présent dans les philosophies que j'étudie, puisque j'étudie beaucoup tout ce qui est méditation et que je l'enseigne aussi, donc je la pratique, je l'enseigne. Et dans ce qu'on appelle méditation, elles viennent souvent de philosophies très asiatiques, on va dire orientales, donc bouddhisme, taoïsme, yoga, etc. Il y a plein de philosophies comme ça qui ont fait de la méditation une pratique centrale dans ces philosophies et qui ont établi que la compassion faisait partie d'un des piliers, on va mm, dire, que l'on peut cultiver dans sa vie pour devenir une meilleure personne, vivre heureux, etc., que c'est un des fondements et que il y a aussi des pratiques méditatives, etc., qui peuvent justement nous aider un petit peu, nous guider, nous donner des clés pour mieux comprendre déjà ce que c'est l'autocompassion et peut-être en faire preuve petit à petit, cultiver mm. cette capacité un peu à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, une de ces méditations, j'aimerais beaucoup la partager en fait à la Yes. fin de ce podcast. Donc on regardera un petit moment à la fin pour faire une pratique ensemble. Donc, Laure la fera avec vous, puisque Mm. je ne pense pas qu'elle la connaisse, ou peut-être que si, Non, tu me non, diras. je ne pense pas. Donc, on vous invite à rester jusqu'à la fin pour faire cette méditation. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait Mhm, c'est vrai. sur le podcast. Donc voilà, on va tous faire ça ensemble. Mais avant la méditation, est-ce qu'on se ferait pas un petit peu un point définition? Ah, J'aime vas-y, bien. t'as l'air motivé, hein. Mais déjà, je voulais te demander parce que il y a une conception, tu sais, occidentale de l'autocompassion, Oui, de qu'est-ce que la compassion, ouais. et je voulais voir du coup si toi, tu as une définition, si on est un peu aligné sur ces manières de voir les choses. Donc, comment est-ce que toi, tu définirais l'autocompassion? L'autocompassion, c'est... Je vais déjà parler de compassion de manière générale parce que je pense que c'est un terme qui est souvent mal compris. Hmm. J'aurais tendance à dire que c'est pas dans le sens mal compris, dans le sens que les gens pensent que c'est autre chose, mais c'est plus quelque chose qui est un peu flou comme ça, qui est Hmm. un terme qu'on pose, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire derrière. Est-ce que la compassion, c'est de l'amour? Est-ce que la compassion, c'est de l'empathie? On entend ces mots souvent, tu vois, Hmm. particulièrement en Occident, on va utiliser beaucoup le terme empathie Ouais. et on va souvent le coller à compassion, en faire un bloc commun. Par exemple, ça déjà, c'est quelque chose qui est
pas exactement similaires Mhm. dans les traditions méditatives. On va vraiment différencier empathie de compassion. Alors tu me diras si c'est peut-être le cas aussi dans les pratiques plus psychologiques, etc. Mais dans la tête des gens, souvent, on peut un peu faire le mélange de tous ces Mhm. termes et avoir un peu de peine à se dire qu'est-ce que c'est vraiment faire preuve de compassion? Est-ce que faire preuve de compassion, ça veut dire pardonner tout à tout le monde? Est-ce que ça veut dire accepter tout le monde et donc accepter qu'ils fassent tout et n'importe quoi? Et ça, c'est la compassion. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de bien parce que des fois, quand je parle de compassion, on peut avoir je peux avoir des personnes en face de moi qui vont avoir des réactions presque défensives, de dire genre, ah Mhm. non, mais cette personne ne mérite pas de compassion, je veux dire, ce qu'elle fait, c'est horrible, etc. Et on parle d'autres personnes, mais là, on va parler d'autocompassion, mais c'est aussi vrai pour soi. Mhm. C'est-à-dire que faire preuve de compassion pour soi-même, ça peut des fois être similaire à accepter nos erreurs, à pardonner tout ce qu'on a fait. Et des fois, on n'a pas envie de le faire parce que ça voudrait dire qu'on est OK avec, etc. Il y a plein de choses comme ça, de mécanismes qui font que la compassion, c'est quelque chose qui est facile à définir avec les mots, dans le sens où on parle souvent de compassion à tort et à travers, mais être réellement dans la compassion, et en faire preuve avec soi, etc. Peut-être qu'on verra au cours de ce podcast que c'est pas si facile que ça Mhm. et que c'est pas forcément quelque chose, contrairement à ce qu'on pense, qui est naturel, qu'il y a des gens qui ont de la compassion et d'autres qui en ont pas. Mais que c'est peut-être plus quelque chose qui peut se travailler, se cultiver et que quand on sait pas comment faire, eh ben, c'est pas si simple de faire preuve de compassion pour soi ou pour les autres. Donc voilà un petit peu donc je sais que j'ai pas répondu exactement à la question, hein, très honnêtement, de ce qu'est la compassion, mais je pense que c'était important déjà Ouais, tout à de fait. définir ce que Mhm. ça n'est pas. Mhm. Après, si on définit, si j'essaye de définir, alors là, ça va être vraiment plus quelque chose de personnel, comme je le comprends, parce que après, il y a plein de théories dans ces différentes philosophies, certaines qui se rejoignent, d'autres qui sont un petit peu différentes. Mais pour moi, la compassion, on part de l'empathie, c'est-à-dire de comprendre ce que les autres vivent, de ressentir un petit peu ce que les autres vivent. Donc ça, c'est l'empathie, c'est être capable de faire preuve de ressentir les émotions des autres et d'être capable de se connecter à eux, entre guillemets. La compassion, pour moi, c'est une étape ensuite, c'est d'être capable de vraiment consciemment se mettre à la place de quelqu'un, comprendre sa situation, les choix qu'il a pu faire. Et tu vois, c'est vraiment presque se laisser de côté, Mhm. être chez l'autre et comprendre et vraiment essayer de... C'est ça, c'est comprendre et accepter les choses qui ont pu se passer dans sa tête. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec. Et là, tu vas me dire, ouais, ok, ça c'est pour les autres, mais comment est-ce qu'on interprète ça donc pour l'autocompassion? Eh ben, c'est quasiment la même chose. C'est presque comme si tu te voyais toi-même et que d'un coup, tu arrivais à te mettre à la place de toi-même dans une certaine situation, etc. Et Mhm. de se dire, OK, je comprends comment la personne a pu agir, choisir, faire ces choses-là, même si tu n'es pas forcément d'accord et que tu penses que c'était pas la bonne manière de faire, les bonnes solutions, les bonnes émotions à ressentir, les bonnes actions à faire. Tu peux comprendre ce qui s'est passé parce que tu arrives à vraiment te mettre à la place de l'autre. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait cette notion de conscience. Tu dois être conscient quand tu le fais. C'est pas quelque chose d'involontaire, la compassion. C'est quelque chose qu'on va faire où on va être à 100% Mhm. maître de nos moyens quand on le fait. C'est pas comme l'empathie que des fois on peut subir. D'un coup, on a quelqu'un qui souffre. Ah, on va ressentir sa souffrance. C'est vraiment être capable de comprendre sa souffrance, d'être consciemment d'aller explorer ce qu'il est en train de vivre et ensuite de le prendre avec soi. Dans le sens, pas dans le sens de l'absorber et de devenir mal avec lui. Au Mhm. contraire, c'est d'avoir une espèce de position un peu plus élevée et de soi-même comprendre. Et ensuite, la deuxième partie de la compassion,
c'est de souhaiter pour cette personne que les choses s'améliorent, qu'elle puisse vivre une vie plus paisible, vivre une vie plus heureuse. Donc, quand quelqu'un a fait des choix horribles, par exemple, bah, on comprend suffisamment ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu faire pour en arriver là, et on souhaite qu'elle trouve une voie différente dans la suite, dans sa vie, etc., qu'elle peut-être, elle change de manière de faire, etc. Voilà, c'est souhaiter que cette personne puisse retrouver une forme de paix, une forme d'harmonie, etc. Il y a aussi ça dans la deuxième partie de la Ok. compassion. Donc pour soi, c'est pareil. Souhaiter que d'un coup, ben, voilà, les choses qu'on a pu faire, etc., qu'on puisse ne pas les répéter, qu'on puisse trouver la paix, qu'on puisse quand même réussir à aller vers le chemin du bonheur. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu ça. Ok. J'aurais de la peine à définir, tu vois, sur un terme très Mhm. définition, etc., parce que pour moi, c'est plus un état, quelque chose qu'on vit. Mais voilà un petit peu comment je vois la compassion. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois différemment ou... C'est intéressant parce que là, je vais parler à la fois moi personnellement, mais aussi de mon background, on va dire ça, en psychologie, Mhm. donc psychologie occidentale. Et c'est un peu différent, j'ai l'impression. Enfin, en fait, on retrouve des éléments, mais après, on va pouvoir en discuter, hein. Mais je Ouais, pense que c'est conceptualisé un peu différemment. Déjà, mais ça, donc ça, ce serait la dimension. Pareil, on distingue l'autocompassion, la compassion de l'empathie, qui sont vraiment deux choses ok, ouais, différentes. Juste dans ce que tu as évoqué, moi, j'aurais distingué l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. oui. Où l'empathie émotionnelle, c'est le fait de ressentir les émotions avec l'autre personne, de Mhm. pouvoir comprendre les émotions qu'elle ressent et d'où ça vient potentiellement. Et l'empathie cognitive, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, mais là sans forcément être dans l'émotionnel, mais plutôt dans le cognitif, les pensées, de pouvoir se représenter la manière dont l'autre voit le monde, voit la situation. Donc là, sur ça, on se rejoint là-dessus sur ces définitions-là. Après, pour l'autocompassion et la compassion, il y a une conception un peu plus pratico-pratique, si j'ai envie de Mhm. dire. Parce que c'est vu plutôt comme une manière d'être avec soi-même ou avec Mhm. les autres si on est en compassion. Et donc, ce serait donc sur l'autocompassion de quand, par exemple, on est en souffrance ou on fait une erreur ou on fait quelque chose et on aurait aimé agir autrement de se traiter face à ça avec bienveillance, gentillesse, avec une certaine attention et ne pas être dans le jugement, en fait, dans l'auto-jugement. Donc, en fait, ce serait contextuel à quand il y a quelque chose de désagréable qui se passe dans notre vie, soit par rapport à nous, soit par rapport aux autres. Et c'est comment est-ce que je me traite moi-même par rapport à ce que je viens de faire ou ce que je viens de dire. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est comment est-ce que je traite la personne Mhm. par rapport à ses propres difficultés. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu dans le sens que là, ce que tu me décris, c'est comment pratiquer la compassion Ouais, dans ces philosophies, tu vois. C'est ok. Mm, comment est-ce que tu fais preuve de cet état? mm, Comment est-ce que au quotidien, tu fais en sorte que tu puisses rentrer dans cet état de compassion, que tu puisses faire preuve de compassion? Eh ben, les ingrédients que tu donnes, c'est effectivement des clés fondamentales pour pouvoir déclencher cette compassion, en fait. Parce que c'est ce qu'il y a, c'est que faire preuve de compassion, juste comme ça sur demande, quand on ne sait pas exactement ce que c'est, de quoi c'est mm, fait, eh ben c'est difficile. Ce qui est plus facile, c'est d'aller prendre des éléments qui composent cette compassion, comme tu dis, bienveillance, non-jugement, euh, comprendre, étudier. Tu vois, il y a des choses comme ça. C'est dur de faire preuve de compassion quand on est ignorant de certaines conditions. Pour des personnes, par exemple, faire preuve de compassion pour des personnes qui sont extrêmement riches alors qu'on ne l'est pas du tout, mm, c'est très compliqué parce que plus, en fait, la personne pour qui on veut faire preuve de compassion est loin de notre réalité, et plus c'est difficile parce que le lien entre les deux est compliqué. Donc, mm, pour réussir à faire le lien, en fait, entre ces deux-là, tu vas devoir étudier plus, tu vas devoir faire plus d'efforts.
Donc plus de pratique, en fait, et intellectuelle ou etc. pour réussir à créer ce lien. Et pour soi, c'est pareil. Parce qu'on se dirait, oui, mais alors moi, je suis plus proche, tu vois, de moi-même. Mais en réalité, s'il y a bien une personne qu'on connaît pas souvent, c'est soi. Mm, Et qu'on a de la peine à comprendre en réalité. Parce mm, que beaucoup de choses que l'on peut faire quand on est dans des émotions, des situations, etc., elles deviennent presque incompréhensibles pour un soi futur qui est plus dans cette situation, etc. Et ça peut être très, très, très compliqué de se re-regarder soi ouais. et de recréer ce lien parce qu'on n'arrive plus à comprendre cette autre personne qu'on a été à un moment donné. Et ce lien, de nouveau, il se crée plus. Donc tout ce que tu disais, pour moi, c'est des éléments qui permettent de recréer ce lien et d'aller chercher, en fait, c'est comme si la compassion, c'était un moment où tu connectais avec l'autre Mm, ou avec soi. Et que là, d'un coup, ce lien se refait, et naturellement, cette compassion, ensuite, elle, 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 elle voyage un petit peu entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? mm, 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 mm. Mais du coup, je pense faut quand même avoir de l'empathie de base Ouais, pour pouvoir avoir de la compassion ou de l'autocompassion. ouais, c'est un peu la première étape pour Ouais, moi. ce serait la première étape, ouais. Mhm, Et que sans ça, exactement comme tu disais, si c'est des personnes qui ont une expérience de vie complètement différente de nous et qu'en plus on a des croyances ou des mhm, stéréotypes ou des préjugés sur ces personnes-là, bah, ça va être plus compliqué d'entrer en compassion avec elles, mais ouais, parce que on a du mal à être en empathie avec elles, en fait, à la base. exactement. Mm, Exactement. En fait, il y a des éléments, tu vois, qui vont t'amener plus proche de la compassion et mm, d'autres qui vont t'en éloigner. Tu vois, tu prends l'empathie, plus tu vas rentrer dans l'empathie et plus tu auras de la facilité à comprendre l'autre parce que tu le ressentiras. Par contre, plus tu deviens narcissique mm, et plus loin tu seras du lien, tu vois, ça va être extrêmement difficile si toute ton attention est centrée sur toi, sur ta manière de voir les mm. choses, sur tes ressentis sur ton expérience de vie, ta réalité à toi, comment est-ce que tu veux pouvoir comprendre une autre personne et faire encore plus preuve de compassion? Alors que déjà l'empathie, c'est loin. Mm. Tu vois, donc il y a des éléments comme ça qui vont t'amener plus loin. L'ignorance peut en être un aussi, qui va t'amener plus loin de cette compassion. Oui, c'est ça, c'est qu'il y aurait des conditions premières pour accéder à Mhm. cette compassion et cette autocompassion. Tu vas me dire ce que tu en penses. Là, Ouais, c'est pas moi qui ai théorisé ça, mais j'ai fait un peu de recherche sur le sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis, c'est aussi un des socles d'une thérapie que je pratique, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, dont j'ai un petit peu parlé ok. aussi à l'épisode sur le bonheur. Ouais. Et il y a une chercheuse qui est psychologue qui a pas mal fait des recherches. Donc, elle est américaine, je crois. Ouais, américaine donc plutôt Occident, sur l'autocompassion. Donc je vous dis le nom si ça vous intéresse. Après, les personnes qui nous écoutent, je vous invite à regarder un petit peu. De toute façon, je remettrai dans la description. Je donne un peu mes sources de temps en temps. Elle s'appelle Kristen Neff. Et donc elle a identifié trois composantes différentes de la compassion. La première, c'est la bienveillance et la douceur envers soi. Donc un peu ce qu'on a évoqué là sur le Mhm. fait de se parler avec bienveillance, avec gentillesse, sans se juger sévèrement. Il y a la notion d'accepter ses limites, d'accepter qu'on peut faire des erreurs. Donc c'est vraiment l'opposé de l'auto-jugement et de l'autocritique. Ensuite, la deuxième composante, c'est l'humanité commune. Et en fait, c'est de se reconnaître, de se dire que ça fait partie de l'expérience humaine de souffrir, de faire des erreurs, et qu'en fait, on n'est pas seul à vivre ça, à ressentir ça. Et donc, ça permet de se sentir aussi moins isolé, parce que Mhm. c'est aussi des choses que moi j'ai pu ressentir et que j'ai pu entendre aussi d'autres personnes. Des fois, on a l'impression qu'on est seul à ressentir ça ou à vivre ça. Et pour elles, de se rappeler que ça fait partie en fait de la condition humaine, ça participe à développer l'autocompassion pour soi-même et en ricochet aussi pour les autres, donc la compassion en elle-même. Et donc ça peut être par exemple de se dire, bah, ce qui m'arrive, c'est douloureux, mais c'est humain, ça fait partie de l'expérience humaine. Mhm. Et dernière composante, elle a pris en compte la pleine conscience.
Donc on pourra peut-être un petit peu parler de qu'est-ce Ouais, que la avec pleine plaisir. conscience selon le côté méditatif et selon l'Occident. Euh, mais de ce que j'ai pu comprendre, moi, de comment est-ce que c'est conceptualisé du coup en Occident, la pleine conscience, c'est la capacité à observer le moment présent. Donc Mhm. son expérience interne, ses pensées, ses émotions, ses sensations, sans jugement. Donc en fait, c'est comme si c'était une approche d'être curieux avec soi-même en mode auto-observation et de comment il résume, là en tout cas ce que la chercheuse résume en une phrase, c'est la conscience et l'acceptation de l'instant présent. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Yannick, C'est de ce que super j'ai intéressant. évoqué. Non, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, alors je ne sais pas pour elle particulièrement, mais beaucoup des courants qu'on peut trouver en psychologie qui intègrent la pleine conscience et ou qui sont un peu de près ou de loin avec la pleine conscience, en fait, sont souvent des praticiens qui ont étudié, en fait, avec des pratiques méditatives ou des Mhm, moines ou des philosophies un petit peu comme le bouddhisme, le yoga, etc. Et qui ont tenté de se dire, OK, on a ce truc, on a ces outils-là qu'on voit, on voit que ça fait quelque chose. Comment est-ce qu'on en retire un peu l'essence? Parce qu'on aime bien faire ça, tu vois, en Occident, on aime bien retirer les éléments qui vont fonctionner pour le maximum de monde, etc. Comment est-ce qu'en fait on en extrait le jus, tu vois, l'essence, l'extrait, tu vois, le nectar pour en faire quelque chose qu'on pourrait théoriser avec tout le monde, etc. Alors, ça a des problèmes, ça a des avantages, etc. mhm, Ça, c'est encore un autre débat. Mais en fait, fondamentalement, ce que tu me dis là, tu vois, c'est souvent des concepts ok. bouddhistes, etc., Ouais. qui ont ensuite été un petit peu adaptés, repris Mhm, pour les adapter à un cadre clinique de psychothérapie, mhm, etc. Ou d'études aussi beaucoup. Ça, c'est aussi une grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup de théories qui ont été faites pour être étudiées, mais pas forcément pour être pratiquées. Donc ça, mhm. c'est deux choses différentes. En l'occurrence, celle-là, tu me dis que c'est vraiment la base d'une thérapie en elle-même. Alors, le concept de l'autocompassion et de l'acceptation, ouais, Mhm. après, ils utilisent du coup les concepts de la chercheuse là, Voilà. mais c'est pas elle qui a. Enfin, c'est OK. deux choses différentes. C'est pas elle D'accord, voilà, c'est qui a ça. créé la thérapie. Mm. Donc voilà, donc il y a eu la première chose, donc ce que tu me disais, c'est que Mm. c'est une chercheuse en fait. Donc Mm, c'est mm, plus, mm, voilà, une étude. Elle a mm, étudié en fait l'essence de ces choses-là. Et souvent, effectivement, ça vient de ces philosophies. Donc oui, effectivement, ça se rejoint énormément. Parce que souvent, ça a été tiré de ces philosophies-là. Donc, effectivement, ça se rejoint. Et c'est hyper intéressant. Donc, j'ai plus en tête exactement chaque étape, mais par exemple, ce que tu disais, bienveillance, non-jugement, etc., c'est effectivement aussi dans ces philosophies-là des concepts qui sont à la base de la compassion. En fait, si tu veux, dans ces philosophies-là, on pourrait le résumer à, tu as un grand jardin à l'intérieur de toi, mm, mhm, et il y a plein de plantes dedans. Et il y a plein de plantes que si tu arroses, ton jardin, naturellement, il va rayonner, il va être tout beau, il va être tout magnifique, il va avoir plein de couleurs, etc. Et quand tu as un jardin naturellement beau, tout bien, tout joli, naturellement, en fait, tu vas être bien, quoi. Ça va être mm. classe, les choses vont se passer. En l'occurrence, la compassion va naître. Ok. Et dans l'opposé, si tu as que des mauvaises herbes, que tu as que des choses qui pourrissent dans chaque coin, ben, ça va fouetter, ça va pas être beau, et c'est pas dingue. Tu vas t'éloigner beaucoup plus de cette compassion-là naturellement. D'accord? Donc, comme tu disais, il y a des éléments que tu peux mettre dans ton jardin qui vont faire que naturellement, tu vas être plus enclin à la compassion pour toi ou pour les autres. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on fait un petit peu mal en Occident, c'est qu'on se dit, ouais, je dois faire preuve de compassion. Mais en fait, si ton jardin, il n'est pas prêt à juste rayonner de la compassion, tu n'arriveras pas à faire preuve de compassion. Parce que c'est pas là, c'est le résultat, en fait, la compassion. Ouais. Mm. D'abord, il faut arroser tes plantes. D'abord, il faut, comme tu disais, faire preuve de bienveillance. C'est déjà pas mal, ça, c'est déjà un travail en soi. Le non-jugement, c'est déjà pas si simple que ça à la base, tu vois. Peut-être travailler un peu sur ce qu'on appelle l'ego, tu Mm. vois, genre.
moins tu es le centre de ta vie, le centre de tout, moins tu restes croché sur tes identités, sur ton moi, et plus ça va être facile de te connecter avec les autres. Mm, Plus tu es capable d'enlever les limites qu'on se crée avec les autres êtres humains, c'est-à-dire, oui, mais il n'est pas de la même religion que moi, non, il n'est pas de la mm, même ethnie, ah non, lui, il n'est pas du même parti politique, lui, il est plus grand que moi, moins grand, enfin, bref, tout ce qui peut nous séparer, mm, plus tu te libères de tout ça, et plus tu vas recréer ce lien avec l'autre, et donc la compassion va germer. mm, Tu vois, donc c'est plein de petits éléments comme ça. La pleine conscience en fait aussi partie. Si tu es capable d'être observateur, parce que là, c'est la pleine conscience, il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu mélangées, mais mm. Ouais. souvent il y a deux techniques en fait qui sont mélangées et nous on appelle ça pleine conscience, mais en fait c'est deux choses différentes. On a l'observation consciente, Ouais. on pourrait dire, et ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est une traduction de l'anglais, mais qui en fait s'appelle mindfulness, qui est Mhm. une meilleure traduction que celle française, parce que ça veut dire l'esprit rempli, Oui. tu vois. Mm, Et là, on comprend déjà un petit peu mieux ce que c'est. En fait, la pleine conscience, à la base, c'était des techniques de focalisation. On va regarder qu'une seule chose. Notre esprit va être rempli d'une seule et unique chose, ok. tu vois. Mm. Donc, tu as deux techniques en fait qui sont souvent mises et Oui, un peu échangées, mélangé, alors qu'en ouais. fait, elles sont déjà même quasiment opposées en fait en termes de pratique en soi. Ouais, parce T'en que as oui, une où j'avais tu... pas cette, Ouais. excuse-moi, mais oui, Non, j'avais non, pas vas-y, cette vas-y. notion de, on se concentre sur une chose unique, tu vois. Parce que pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment, t'observes tout ce qui se passe, tu vois, à l'intérieur Mhm. de toi, à un instant T, et ça peut être plein de choses, tu vois. Et j'avais pas cette Et notion oui. de focalisation, c'est Eh ben, tu intéressant. vois, dans les pratiques méditatives, c'est deux pratiques différentes. Ok. Elles sont séparées. Et pour une raison simple, c'est qu'elles font pas la même chose. C'est pas le même chemin. Mm. Il y en a une où tu vas remplir ta tête d'une seule chose. Ça peut être un objet, un sens, ça peut être un son, ça peut être une observation aussi, hein, mais genre juste ta respiration, par exemple, etc. Où tu as des pratiques d'exploration, on va dire, où tu vas plus essayer de prendre un rôle d'observateur et tu Ouais. vas juste observer ce qui se passe. Tu vas Mm. pas te focaliser sur un truc. Au contraire, tu vas laisser les choses venir et juste les observer, les laisser passer, essayer de moins le colorer possible, tu vois, Mm. de moins t'y attacher. Tu vois, déjà là, on voit que c'est fondamentalement, quand on l'explique comme ça, on voit que c'est pas les mêmes choses en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, Mais du coup, en Occident, ouais, enfin, en tout cas, comment c'est vu en France, je pense, enfin, si tu parles mhm, vraiment de pleine conscience, je pense que c'est essentiellement ce côté observation, de prendre du recul, ouais, comme si enfin, t'es dans toi, t'es en lien avec ton expérience intérieure, mais mhm, comme si tu la regardais un petit peu de haut et tu regardais, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, dans la thérapie dont je parlais, acceptation et engagement, qui prend beaucoup de... Il y a des méditations, alors peut-être que c'est pas des méditations telles quelles, mais en tout tous cas pas. peut-être adaptées. Donc il y a cette notion de pleine conscience et il y a aussi cette notion de soi observateur. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose on essaie de développer du coup avec les personnes qu'on accompagne. Ben, en fait, c'est aussi une de ces clés pour aller chercher cette compassion en fait. Si on y réfléchit, tu vois, si Ouais. on est capable d'observer, on est Mhm. capable de faire quoi ensuite? On est capable de comprendre. Si on est capable de comprendre, on peut faire preuve d'empathie. Si on est capable de faire preuve d'empathie, eh ben là, on peut peut-être faire preuve de compassion ensuite. On pourrait même mettre avant, tu vois, on peut commencer à peut-être pardonner, expliquer, etc. Et puis après, on peut faire preuve de compassion. Tu vois ce que je veux dire? C'est un chemin qui mène. Ouais. Et là, si tu ne perçois pas, si tu ne peux pas voir l'autre ou toi, les choses comme elles sont, le reste vient pas. Parce que tu es bloqué à cette étape, en fait. Mm, 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 Et mm. on le voit, le nombre de fois où on n'arrive pas à faire preuve de compassion pour quelqu'un parce que on n'arrive pas à les comprendre. On n'arrive pas à les accepter ensuite, tu vois, se dire que oui, mais moi, si j'avais été à sa place, peut-être qu'il y a un monde où j'aurais pu aussi réagir comme ci ou réagir comme ça. Mm, mm, mm. Et là, tu touches à une autre notion qui est super importante, c'est la notion d'acceptation. Mhm. Qui est aussi à intégrer, je pense, dans l'autocompassion. Ouais. Et cette notion d'acceptation, c'est
en tout cas, à nouveau, là, je vais te parler comment c'est théorisé en termes psychologie, psychothérapie. C'est considéré comme une attitude à avoir où on s'ouvre à nos expériences intérieures, donc toujours pensées, émotions, ça peut être des sensations, des souvenirs qu'on va avoir à un instant T, et leur permettre d'être, d'exister sans lutte, Mhm. sans combat. En fait, c'est ça, cette notion d'acceptation, c'est je prends ce qui se passe à l'intérieur de moi, je permets que ce soit présent et je lutte pas contre. Ouais. Je sais pas si Ouais, tu ouais, vois comment c'est super bien dit. Moi, je trouve que c'est très, très bien résumé. C'est très bien expliqué. C'est ça. C'est que tant que tu luttes, ça veut dire que tu vas enlever une partie. Tu Mm, vas pas voir une partie. mm, Et si tu vois pas une partie, tu peux pas vraiment comprendre. Si mm, tu, et c'est ça qui est très, très difficile. C'est que mm, plus c'est loin de nos valeurs, de nos croyances, de notre éthique, parce que ça aussi, c'est subjectif. Et plus c'est difficile d'accepter, de réellement regarder. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, notamment, les bouddhistes disent que tu dois d'abord te défaire de ces choses-là pour vraiment pouvoir faire preuve de compassion. Que tu dois un petit peu prendre toutes tes croyances, tes éthiques et tes choses, et ça ne veut pas dire t'en débarrasser, mais au moins être capable de les tenir avec un petit peu de distance pour se dire, OK, ça, c'est quelque chose que moi, je me suis construit. mm, Mais c'est pas immuable en réalité. Dans le sens que, à un moment, que ce soit les autres, ils ont peut-être pas la même, ou nous-mêmes, on n'avait pas forcément exactement les mêmes croyances, les mêmes éthiques, les mêmes compréhensions, etc. Et donc ça, c'est difficile parce que on le voit souvent, les personnes qui ont de la peine à faire preuve d'autocompassion, c'est pour des choses qui sont fondamentalement très éloignées de ce qu'elles aimeraient être mm, ou de ce qu'elles pensent être mm, aussi parfois, ou de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et tu vois, d'un coup, c'est comme... Parce qu'en fait, l'autocompassion, c'est pour ça que je parle beaucoup de compassion depuis le début, parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, quand tu as compris comment faire preuve de compassion pour quelqu'un d'autre, tu peux le faire pour toi-même. Parce qu'en fait, c'est pas l'autocompassion, c'est la compassion pour une version de soi mm, à un moment T. Il y a eu un moment, une séparation. Il y a cette personne à l'intérieur de nous et l'autre qui la juge. mm, Et donc, en fait, à un moment, tu, si tu veux faire preuve d'autocompassion, tu es obligé de regarder cette autre version de toi-même comme si c'était une autre personne, parce qu'en réalité, on a créé une séparation dans notre esprit. mm, Tu parlais de trauma, les personnes, elles vont pas réussir à faire preuve d'autocompassion pour quelque chose, pour une version d'elles à un moment où elles ont vécu ce trauma. C'est pas vraiment elle, c'est cette personne-là. Elle est presque caractérisée, tu vois. Et c'est cette personne qu'elles détestent ou qu'elles ont de la peine à faire, à comprendre, mm, etc. Et donc l'autocompassion, c'est être capable de, de réussir à reconnecter avec cette version de soi. Et pareil que pour une autre personne, la comprendre, faire preuve d'empathie, de bienveillance, de non-jugement. En fait, c'est exactement les mêmes ingrédients que quand on fait de la compassion pour quelqu'un d'autre. Mais dès qu'on dit autocompassion, on se dit, ah non, mais c'est quelque chose de complètement différent. Je dois m'accepter comme je suis, je dois machin, et on essaie de faire toute une gymnastique mentale pour relier, en fait, mm, cette version de soi et nous, et essayer de la construire dans un espèce d'une boîte qui correspondrait à ce jeu qu'on veut mettre, tu vois. mm, Mais en fait, pas besoin, genre, juste c'était une autre version de soi. On est tout le temps plein de versions de soi qui s'accumulent au fur et à mesure. mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, totalement. J'aime beaucoup cette conception, puis c'est aussi comme ça que je travaille sur. Du coup, moi, je parle de partie, tu sais, de part de Mhm, personnalité. Et typiquement, là, celle qui va juger, la partie nous qui juge, donc ce serait la partie critique. mhm, Et l'idée, c'est de cette partie critique-là, de la faire un petit peu évoluer vers quelque chose qui soit pas... parce que je suis sûre, il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont se reconnaître quand on se dit des phrases oh, je suis nul, oh, je suis un bon à rien. Par exemple, quelqu'un qui se trompe ou qui fait une erreur, ah, mais je suis vraiment stupide ou je suis idiot. Enfin, tu vois, ça, du coup, on le classifie. Enfin,
moi, dans ma pratique, je me dis, c'est la partie critique qui est en train Mhm. d'être présente. Et l'idée, c'est pas de contrer cette partie critique, c'est de faire avec elle. C'est-à-dire qu'on va aussi la prendre en compte, on va aussi l'écouter, sachant que la plupart du temps, la partie critique, elle vient pas de nulle part. Ça peut être aussi toutes les choses qu'on a intériorisées en grandissant, soit qu'on nous a dit directement, hein. Enfin, il y a des personnes, hein, qui peuvent renvoyer à leurs enfants qui sont nuls, même si parfois ils n'utilisent pas les mots, mais la manière dont ils vont répondre à leur comportement ou à ce qu'ils vont leur dire, ça peut indirectement avoir créé ces croyances-là. Donc il y a aussi à comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que potentiellement je perçois l'échec. Là, si je prends l'exemple de si j'ai pas réussi ou si j'ai fait une erreur. Et tout ça, c'est aussi un travail en soi sur les croyances et sur les pensées, mais on différencie vraiment bien. Bah ça, c'est ta partie critique. Ok, elle est là, on l'observe, et puis on va dialoguer, échanger avec elle pour que on ne soit plus dans cette critique-là négative et pas constructive. Parce que l'idée, c'est pas forcément non plus de ne plus jamais se critiquer, parce qu'on a Mhm. quand même besoin d'avoir une partie critique. C'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on peut évoluer et qu'on peut s'améliorer. Mais c'est plutôt comment est-ce qu'on va le faire. Et l'idée, c'est de développer cette autocompassion. Donc, on va se regarder en réalité, en vérité, on n'est pas en mode on va avoir des affirmations positives, on va dire ah, on est super, on est génial, alors qu'en fait bah, on a insulté notre ami peut-être. Bah non, l'idée c'est pas qu'on remplace complètement les critiques négatives en positives, mais c'est plutôt de voir la réalité telle qu'elle et accepter que parfois on peut faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que on va pas essayer de faire des choses aussi pour améliorer et pour évoluer, pour éviter si Mhm. vraiment on fait une erreur problématique, d'évoluer. Totalement. C'est exactement ça. C'est quand on parle de compassion, tu vois, tout de suite, on part dans on va prendre l'autre chemin. On va dire genre, Mm, ok, mais ça veut dire que en fait, tout est ok, et puis il y a rien de problématique, etc. Dernièrement, il y a plein d'actualités, hein, il y a beaucoup d'actualités dans le monde en ce moment qui montrent que il est dur de de faire preuve de compassion mm, pour certaines personnes et on rentre dans des dilemmes moraux comme ça ouais. entre les deux et il y a des espèces de luttes entre, notamment dernièrement, une personne a été assassinée aux États-Unis et ça a créé beaucoup de remue-ménage dans tous les sens, entre ceux qui disent que, ah, mais quand même, quelqu'un est mort, il faut faire preuve de compassion, etc. Puis d'autres qui disent, non, mais vu leurs actes, c'est pas possible, on peut pas faire preuve de compassion parce que ça voudrait dire accepter ce genre de comportement, etc. Et là, boum, on se retrouve dans un espèce de truc où la logique, elle a plus aucun sens. C'est où tu prends parti ou bien Ouais. c'est pas possible parce qu'on n'arrive pas à relier les deux parce que c'est Mm, soit compassion, soit accepter les trucs, soit genre, voilà, ça matche plus. Et en fait, c'est parce qu'on essaie de faire cohabiter deux choses qui sont complètement différentes. Tu peux faire preuve de compassion pour quelqu'un, être triste, par exemple, bah voilà, sa famille doit être dévastée, c'est pas une manière de disparaître, tu peux faire preuve de cette compassion pour un camarade humain, je veux mhm, dire, on est tous des humains, voilà. Et c'est possible de faire ça tout en jugeant les actes, mm, en disant ça, ce n'appartenait pas à mes valeurs, ça, ce n'est pas OK selon moi, ça, etc., etc. J'aurais souhaité que les choses se passent autrement, qu'il ait vécu une vie différente, etc. Tu peux en fait faire cohabiter ces choses-là parce que c'est simplement qu'il y a un moment où tu vas faire preuve de compassion et tu te laisses un peu de côté, et l'autre où tu fais intervenir ton toi, tes valeurs, etc. Et là, consciemment, tu sais que c'est toi qui imposes un jugement. Tu dis, genre, pour moi, ça, c'est pas OK. mm, Et là, on prend un truc extrême, mais même pour la vie quotidienne, tu vois, je sais pas, tu as un parent qui a crié sur toi, etc. Et tu es très en colère contre cette personne. Tu te dis, non, mais si je fais preuve de compassion pour elle, ça veut dire que je justifie le fait qu'elle m'ait crié mm, dessus, que ça veut dire que c'est OK, que machin, etc. Non, tu peux avoir de la compassion pour elle, comprendre réellement pourquoi, ces conditions-là, dans ces schémas, dans ces émotions qu'elle a vécues, elle n'a pas trouvé d'autre solution que réagir comme ça. mm.
Et néanmoins, tu as le droit d'être en colère et de dire, je comprends ce que tu vis, je, j'ai beaucoup de, voilà, d'amour pour toi, de compassion pour toi, mais ça reste pas OK. Mm. Mm, mm, Et mm. ça, ce comportement-là, et c'est bien ça, c'est le comportement, je dis non. C'est pas, c'est pas possible. Avec toute ma compassion, ça change pas le fait que c'est non, je ne veux pas ce genre de comportement. Tu vois, et c'est ça qui est difficile à faire cohabiter. Ouais. Mm, mm, Et je dis pas que j'y arrive, hein. C'est très compliqué à faire cohabiter ensemble. Et plus justement tu vas vers quelqu'un qui est loin ou tu ressens peut-être de plus la colère est présente, par exemple, tu vois, dans l'épisode précédent, on parlait de certaines émotions qui vont te faire souffrir, etc. Bah, la colère, typiquement, c'est une émotion qui va t'éloigner de la compassion. Elle est opposée à la compassion, tu vois. Donc, mm, plus tu es en colère, plus c'est dur d'aller vers la compassion. mm, Et on n'arrive pas à faire cohabiter les deux. Et donc, plus quelqu'un, on déteste ce qu'il a fait, on déteste ses actes, on les condamne, on les trouve moralement faux, humainement faux, et plus c'est dur d'aller chercher cette compassion. mm. C'est super important ce que tu dis parce qu'on a tendance, les êtres humains, à être un peu dans tout noir ou tout blanc. Et quand il y Mhm. a deux contradictions, c'est compliqué de les faire vivre ensemble. Nous, dans ce podcast, si vous nous écoutez depuis le début, vous savez qu'on est dans la nuance. Et, euh, et c'est ça, c'est de montrer que c'est pas parce que vous avez de la compassion pour quelqu'un ou de l'autocompassion pour vous que ça excuse la personne ou ce que ça excuse ce que vous avez fait. C'est que c'est une manière d'être et de traiter les choses sans pour autant dire que on légitime ce que la personne a fait et on va quand même potentiellement essayer que ça se reproduise pas ou essayer de faire évoluer les choses. Donc vous pouvez ressentir ces émotions-là, ces sentiments-là en même temps, sans que ça veut dire que vous excusez la personne et qu'elle a le droit de tout faire ou que vous, ça vous donne le droit de tout faire. Euh, et ça, je pense, c'est important à rappeler parce que euh, on a aussi des conceptions parfois un peu limitantes des choses et Mhm. qui peut aussi nous limiter nous-mêmes dans notre propre cheminement et dans nos propres relations. Après, je sais que ça peut être très compliqué si quelqu'un vous a fait énormément de souffrance. Il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, à ressentir de la compassion pour cette personne-là. C'est pas Aucune ce qu'on est en obligation. train de vous dire, mais de vous dire que c'est possible d'être, comme tu disais, d'être à la fois en colère, en même temps avoir de la compassion pour la personne. Et du coup, ça m'a fait penser, parce que tu l'as évoqué aussi au début, à cette notion de pardon. Est-ce que toi, le pardon, tu le mettrais avec la compassion C'est un ou ingrédient. c'est un ingrédient? Ok. C'est encore une fois un ingrédient. Mm. Si tu pardonnes, ça veut dire que tu acceptes de lâcher ta colère, tu acceptes de lâcher quelque chose. Ouais. Tu acceptes en fait de te débarrasser d'une de tes mauvaises herbes dans ton jardin Mm. de tout à l'heure. Et donc, si tu te débarrasses d'une de ces mauvaises herbes, tu laisses une nouvelle place pour que quelque chose d'autre fleurisse. Donc, c'est le pardon, de toute façon, encore une fois, c'est la même chose que la compassion. Tu le fais pas pour l'autre, tu le fais pas pour justifier, tu le fais pas. C'est pour ton propre jardin personnel que tu fais un Mm. pardon. Mm. C'est pour pouvoir libérer de la place, c'est pour pouvoir lâcher quelque chose. Et si tu lâches quelque chose là, eh ben, tu es plus enclin à pouvoir faire preuve de compassion. Mais depuis tout à l'heure, tu vois, on fait preuve de on fait parler de compassion, mais tu sais, c'est une question qui vient, c'est genre, ouais, mais pourquoi? En fait, pourquoi je devrais faire Mm. preuve de compassion pour quelqu'un ou pour moi-même, etc. Genre, voilà, moi je m'en fous, en fait. Je suis très bien à juste en vouloir à cette personne, c'est OK, etc. Et là, en fait, ça demande une réelle observation de notre vie et de se poser réellement la question à quel point le fait de ne pas faire preuve de compassion envers toutes ces autres personnes ou soi-même, ça vous pose des problèmes au quotidien. Quand on vit avec soi-même, on n'arrive pas à faire preuve d'autocompassion avec soi-même. En général, c'est comme si on traînait des énormes boulets toute notre vie
et qu'il y a plein de fois des choses qui remontent. Et comme tu disais, ben, souvent, on va retomber dans ces schémas. Je suis nul, je suis qu'une pauvre merde, j'arrive pas à faire ci, de toute façon, je serai jamais capable de ça. J'ai une fois fait ce truc-là un jour, donc de toute façon, je vais me punir toute ma vie parce que je mérite rien. Mm, Et en fait, sa vie sans compassion, elle se dégrade. mm, Et là, on rejoint vraiment les concepts de l'épisode précédent comme le bonheur. C'est que la compassion, c'est un des piliers du bonheur. Et vivre avec compassion, c'est juste une meilleure manière de vivre. Et ça, je vous demande pas de le croire, c'est juste de vous poser, de faire le bilan de ce qui est aujourd'hui. Est-ce que sans compassion, ça le fait? Ou est-ce que la vie est plutôt souffrance ou pas? Et si elle est plutôt souffrance, essayez de mettre un peu de compassion et vous verrez que naturellement, le jardin devient plus joli et qu'en fait, les choses deviennent plus jolies de manière générale. Et ça, c'est facile à dire, mais j'ai pas de preuve de ça. Juste mon expérience personnelle. Tu vois ce que je veux dire? mm, mm, mm. Ou d'expériences que j'ai pu voir d'autres personnes. Genre, on le sait, les personnes qui ont plus de facilité à pardonner, à faire preuve de compassion, etc., en général, elles vivent plus léger. Elles ont une autre qualité. Et souvent, c'est des gens qu'on regarde comme ça, puis qu'on se dit, ah, vraiment, c'est une belle personne, celle-là. Mm. Ben, ça peut être vous aussi. Et ces personnes, c'est pas juste, elles sont nées comme ça, elles sont incroyables, etc. Non, c'est juste souvent des personnes qui ont plus de facilité à faire preuve de compassion, d'amour, et elles sont naturellement un peu plus heureuses. Donc en Il y a fait, des c'est... recherches. Ouais, pardon, Ouais, excuse-moi. excuse-moi, non, non, vas-y. Il y a des recherches, bah, justement, là, la chercheuse dont on parlait tout à l'heure, elle a fait des recherches justement pour voir l'impact que ça a, l'autocompassion. Alors, je pourrais pas vous dire exactement les résultats, mais de ce qu'il en Hmm, ressortit de manière générale, ouais, c'est qu'on est des personnes qui sont quand même plus heureuses et qui sont aussi plus heureuses dans leurs relations ouais. avec les autres. Et donc, c'est un impact quand même plutôt agréable, positif sur la vie des gens. Mais je pense qu'il y a une question de bon sens aussi. Enfin, exactement la question que tu as posée, comment tu as formulé les choses, je pense que là, vous nous écoutez, vous allez vous dire, bah oui, en fait, ça serait plus agréable si j'arrêtais de me dire tous les 4 matins que je suis nulle ou que je suis bonne à rien. Et si à la place, je me disais des choses plus bienveillantes tout en ayant un ancrage dans la réalité. Et il y a une notion que tu as évoquée, c'est la punition. Parce qu'on retrouve aussi ça beaucoup chez les personnes qui vont avoir une partie critique très active, voire suractive, à se dire des choses méchantes ou des choses négatives. En fait, c'est pas juste vous vous dites ces choses-là, c'est qu'il y a des conséquences sur vos comportements. Est-ce que vous allez vous autoriser ou pas à réaliser dans votre vie? Et ça peut être, bah, si vous vous dites que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez bien ou que vous êtes nul ou que vous êtes idiot, eh bien, vous n'allez pas vous autoriser parfois à vous lancer dans certaines choses ou par exemple à postuler à un job particulier parce que vous dites que vous êtes stupide, que vous êtes idiote. Et donc, vous allez vous restreindre aussi dans vos opportunités de vie. Quitte à aller jusqu'à vous punir. Ça peut vraiment être une punition de se dire, bah, Mhm, si je mérite pas ça, donc je vais pas m'autoriser à aimer quelqu'un ou je vais pas m'autoriser à être en couple parce que je considère que je suis pas une bonne personne. Donc c'est vraiment global sur vos comportements et la vie que vous menez. Et ça peut bah, vous faire mener une vie ou en tout cas passer à côté de choses que si vous aviez de l'autocompassion, vous aurez été vers là. Alors, je dis pas que vous aurez forcément réussi et que ça aurait été smooth et que tout aurait été génial, mais au moins vous aurez essayé et vous ne serez pas auto-censuré parce qu'il y a ça, il y a cette auto-censure, cet auto-sabotage. Et si vous voulez vous recentrer, vous, sur qu'est-ce que c'est pour vous une vie réussie ou qu'est-ce que c'est pour vous une vie heureuse, et bien si vous regardez avec une certaine honnêteté, je pense que vous verrez que ces moments de partie critique assez présente, ça a quand même été assez limitant. mhm. Toi, tu le vois vraiment dans ta pratique que ce manque de compassion pour soi, d'autocompassion, Mm. résulte sur de l'auto-sabotage, par exemple. Ouais, totalement. Là, vraiment, c'est le mot punition qui a résonné en moi parce qu'on a, du coup, quand on est sur l'identification des croyances et des schémas de pensée,
il y a vraiment un schéma de pensée qui est le schéma de punition. Et Ok, que on doit être puni si on considère que on n'est pas une bonne personne ou si on pense des choses négatives de nous. Et, euh, et oui, je le vois énormément, en fait, euh, quand c'est des personnes qui ont des croyances négatives sur elles, eh bien, ça va vraiment les limiter dans leur vie de tous les jours, en plus de leur faire souffrance, parce que c'est pas, c'est pas agréable de se critiquer ou de se dire souvent qu'on est bon à rien, hein. Et ça peut créer consciemment ou inconsciemment. Il y en a qui s'en rendent compte, hein, et qui vont me dire, bah oui, moi, j'auto-sabotage, je fais mes relations, pardon, j'auto-sabote ouais, mes relations. Je suis en couple avec une personne et j'arrive jamais à maintenir mes relations, mais en fait, c'est parce que je crée des comportements qui vont amener à ce que la personne me quitte, mais parce que derrière, il y a cette croyance que de toute façon, je mérite pas d'être aimée. ouais. Donc, c'est quand même assez présent. Et donc en fait, on pourrait dire que cette autocompassion, c'est aussi une des clés pour s'aimer, vivre bien avec soi, etc. En fait, c'est un des fondements. Mm, mm, mm. Moi, je dirais que je différencie l'amour de soi et l'autocompassion. Ouais, je pense que c'est deux choses différentes, mais Ouais, peut-être qu'il y ouais, en ouais. a un qui amène l'autre. Oui, oui. Je pense qu'ils s'alimentent Ouais. aussi entre eux. Euh, mais je pense que c'est difficile d'avoir de l'amour de soi si on n'a pas un minimum d'autocompassion. Ouais. Non, je te rejoins. Parce que si on se traite avec méchanceté, en fait, ça révèle aussi la manière dont on se perçoit, la manière dont on va se parler, la manière dont on se traite. Mhm. Euh, Parce que, en général, alors, il y a parfois des comportements contradictoires, comme par exemple j'expliquais avec l'autosabotage, mais quand on aime quelqu'un, on essaie de le traiter bien, théoriquement. Théoriquement. L'humain est complexe, mais oui, L'humain théoriquement. est complexe, c'est vrai. Euh, mais on va dire que en général, c'est le cas. Après, il y a des traumas, il y a tout ça qui fait que c'est pas qu'il y a beaucoup plus de nuances. Oui. Mais en tout cas, si on s'aime pas ou si on aime moins quelqu'un, on va moins bien le traiter que quelqu'un qu'on aime. Ça, Normalement, c'est comme ça. voilà. Ça tend Normalement, vers ça, en tout cas. ça tend Sinon, vers c'est qu'il ça. y a un mélange. C'est justement ça, le truc. Mais oui. Non, Oui, j'embête, voilà. j'embête, j'embête. Non, non, mais t'as raison, hein, je suis très dans la nuance, donc oui. Et puis je peux avoir des contre-exemples aussi dans ma tête, mais c'est pas si simple que ça, hein, mais tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est très lié à amour de soi, autocompassion, et que Ouais. il y a quand même besoin d'autocompassion pour avoir de l'amour de soi et aussi un peu inversement. Mhm. Non, c'est ça. Je pense que c'est un des points essentiels, hein, finalement. Si tu veux être bien avec toi-même, cette autocompassion, ça va être peut-être une étape assez importante. Mm, 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 mm. Ça va quand même être assez important, ouais. Mais on dit pas que c'est facile, hein. Moi, j'en suis pas encore. Enfin, il y a eu beaucoup d'améliorations avec les années, mais je peux pas vous dire que je suis toujours en autocompassion. Mais après, Non. je sais même pas si on peut vraiment être tout le temps en autocompassion. Mais c'est pour ça que j'aime bien, moi, l'image du jardin. Mm, 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 C'est parce qu'un jardin, c'est pas absolu, tu vois. Tu peux avoir un jardin magnifique et qui est quand même des mauvaises herbes. mm, Tu peux aussi avoir un jardin qui est vraiment dégoûtant et tout, et il y a une jolie fleur au milieu, tu vois. mm, C'est, c'est plus nuancé. Ça permet de comprendre que c'est pas une question d'absolu, cette mm, compassion. Des fois, on peut en faire preuve, des fois pas. Parce que c'est ça aussi, mm, qui est important à comprendre, c'est que c'est un acte, mm, la compassion. C'est pas cette personne, c'est une personne qui a de la compassion. Non. Cette personne a fait preuve de compassion. mm. Et peut-être demain, elle le fera pas. Et Elle a passé peut-être une la mauvaise pire, journée, elle est mais oui, fatiguée. et peut-être la Mm, pire des personnes sur Terre, ouais, un jour, elle est face à une situation et on ne sait pour quelle raison, elle fait preuve d'une compassion extraordinaire. mm, C'est pas un absolu. C'est pas quelqu'un, il est forcément 100% narcissique, égocentrique, etc. et pas du tout de compassion. Non.
Et l'inversement, c'est difficile d'être à 100% tout le temps dans la compassion, Mm, etc. Mais par contre, on peut être majoritairement faire preuve, tu vois, que la majorité de nos actions est dans un sens. Et des fois, c'est aussi plus facile dans certaines conditions et d'autres non. mm, Et pour beaucoup de gens, ce qui est très intéressant, c'est que ça va dépendre pour qui ou pourquoi. Et encore, on en revient à est-ce qu'on arrive plus facilement à créer un lien avec cette personne ou non? Tu vois, il y a des gens qui vont être capables de faire preuve de compassion incroyable pour des animaux et pas pour les êtres humains. mm, Et là, on se dirait non, mais c'est bizarre parce que tu dis que on doit être proche, etc. Ben oui, il y a des gens qui ont plus de facilité à comprendre et à pardonner, tolérer, accepter les comportements animaux mm, que les comportements de leur propre espèce humaine. mm, Parce que c'est presque plus logique, c'est plus facile à comprendre, c'est plus... Oui, bon, bah là, s'il m'a donné un coup de patte, mon chat, c'est parce que, voilà, je l'avais gratouillé un peu trop longtemps, et puis, bon, j'ai pas regardé ses signaux, voilà, c'est un peu ma faute quand même. C'est pas très mm, grave, je comprends qu'il en avait un peu marre, et puis, je l'aime quand même, quoi. Ma petite boule de poil. mm, Et là, boum, super compassion. Par contre, le lendemain, il est dans le bus, il se fait bousculer, et alors là, c'est la fin du mm, monde, quoi. mm, mm, mm. Ouais, oui, Je pense que c'est une notion d'attente aussi, tu vois. T'attends pas la même chose. T'attends moins en termes de... Comment on appelle ça? Tu sais, les animaux, il y a moins de agency. Comment on dit en français agency? Pas d'autonomie, mais de décision. Tu vois, on se dit, les êtres ouais. humains, ils ont plus ces capacités de décision et donc si le mec il me bouscule, bah en fait c'est parce qu'il aurait pu faire gaffe, tu vois. C'est comme si il a décidé de me bousculer, alors que bon le chien, bon tu te dis bon il a pas fait exprès, c'est parce qu'il a pas bien appris, tu vois, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il Mais y au a fond, aussi en fait, ça. qu'est-ce qui manque? La compréhension. Il y Ouais. en a un qu'on comprend Mm, et l'autre pas. mm, L'autre, genre, non, tu rigoles, quoi, t'aurais pu. Je veux dire, ouais. il y a aucune excuse. Mm, C'est ça qu'on entend souvent. Il y a aucune excuse. mm, Pour le chat, il y en a plein, par contre, hein. ouais, c'est vrai. Mm, Tu vois ce que je veux dire? Et de nouveau, mm, le lien se fait pas. mm, Il n'y a aucune excuse. Ah, je rejette. Je rejette l'autre, mm, impossible de faire preuve de compassion. Je refuse mm, d'essayer de comprendre. Je refuse de me mettre à sa place, d'imaginer un monde où il y a une explication à son comportement. Et ça n'arrive pas avec le chat. À ce moment-là, il y a une autre personne, le chat, ça sera pareil. Il n'y a aucun monde mm, où ça excuse que son chat, il l'ait griffé. mm, Parce qu'il n'a pas à se comporter comme ça, point final. Et puis, de toute façon, je l'ai éduqué autrement. Donc maintenant, t'es mon chat, c'est moi qui décide. ouais. Tu dis ça, ça me fait penser aux enfants aussi. Euh, C'est une non, mais approche comme ça. c'est Mm, mm, exactement mm, ça. mm, mm, Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un concept qui est extrêmement présent dans les philosophies méditatives, notamment dans le bouddhisme, qui est l'interconnexion. mm, Le fait que on, on perçoit normalement le monde comme un ensemble d'individus séparés. mm, Pour les bouddhistes et pour la plupart des des traditions méditatives, c'est pas le cas. On est tous interconnectés, on est tous beaucoup plus proches les uns des autres qu'on le pense, et on est tous même extrêmement reliés et quasiment tous frères et sœurs, etc. Tu vois, il y a dans beaucoup de religions, etc., on parle de mon frère, ma sœur, etc., mm, parce qu'il y avait une compréhension de on est plus liés qu'on ne le pense. Et en fait, quand tu recrées ces liens, que plus tu arrives à te sentir proche de la personne, et plus c'est comme s'il y avait comme l'électricité qui connecte, tu vois. mm, Et quand le courant passe, la compassion passe aussi. mm, Et un des lubrifiants, c'est l'amour, c'est ce genre de choses. Comme tu disais tout à l'heure, plus t'aimes quelqu'un et plus c'est mm, facile de se sentir connecté à lui. Tu vois, et on a cette notion. Ah, mais cette personne, je me sens tellement connecté à elle. Et comme par hasard, cette personne, ah, pas de problème, tu vois. Plein de compassion, ça. Tu vois, des fois, on se sent très mm, connecté normalement à nos enfants. Le lien est très proche, donc c'est plus facile de mm, créer cette connexion. Son partenaire aussi.
Mais comme par hasard, le moment où on ressent moins de compassion et de ce genre de choses, c'est comme s'il y avait, on n'arrivait plus à se connecter à l'autre. Ouais. Il y a plus ce lien, tu sais, comme s'il était bloqué à quelque Mm, part. Et là, d'un coup, la compassion, c'est plus difficile. Et je mm, trouve que ça, on le ressent beaucoup dans le couple, ouais. dans la relation de couple. Il y a des moments où on sent qu'on n'arrive plus à vraiment faire de compassion et c'est comme si on se sentait un peu plus loin de cette Mm, personne, tu vois? Et en fait, dans ces théories méditatives, il y a cette notion que l'en fait, on peut se sentir proche de tout le monde. mm, Que quand on laisse tomber ces barrières, en fait, il reste que des êtres humains. Et après, plus loin, il reste que des êtres vivants. Et après, il y a encore plus loin, plus loin. Mais genre, on va juste s'arrêter là, tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu fais ça, t'enlèves ce qui te sépare en fait des mm. autres, il reste plus que cette connexion. Tu te sens très proche des autres. Ce que tu évoques, ce côté connexion et de se sentir proche ou moins proche, ça me fait penser à quelque chose que je retrouve aussi en psychothérapie, là plutôt sur l'autocompassion, donc avec soi-même. Mhm, Donc, comme je disais tout à l'heure, je travaille pas mal par différentes parties de personnalité. mhm, Et souvent, ce que je retrouve, c'est que les personnes ont du mal à avoir de l'autocompassion pour leurs parties que moi j'appelle les parties vulnérables, ouais, c'est-à-dire les parties de soi enfant qui ont été blessées, mhm, qui ont souffert. Et derrière ça, on retrouve aussi de la culpabilité, qui peut être mhm, aussi un obstacle à l'autocompassion. Et ce côté aussi de... Donc, ce serait de s'en vouloir d'avoir subi ça ou d'avoir réagi comme ça et de préférer mettre de côté cette partie de nous-mêmes parce que, au-delà même que ça nous fasse souffrance, mais c'est qu'on s'en veut d'avoir réagi comme mhm, ça. Et ça, c'est vraiment tout un travail et on retrouve énormément avec les personnes qui ont vécu des traumatismes de comment est-ce qu'on peut réaccueillir ces parties de soi qui ont souffert et comment est-ce qu'on peut essayer de voir le monde, du coup, là c'est un peu en dimension empathie aussi mhm, et autocompassion, à travers leurs yeux, parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont avoir tendance à les rejeter et à pas vouloir les voir parce qu'elles leur en veulent, parce que ça leur fait trop de souffrance. Sauf que pour pouvoir rétablir et guérir ces parties-là, il y a besoin de passer par cette autocompassion. mhm. Et donc ça m'a fait penser à ça sur ce côté de relationnel qu'on a aussi à l'intérieur de nous-mêmes Exactement. avec les différentes parties de nous. Et moi, je trouve ça très beau quand on arrive au processus et que les personnes commencent vraiment à accueillir ces parties-là et d'avoir une vision un peu plus empathique, un peu plus auto-compassionnée. Et c'est là où il y a plein de choses qui se libèrent et qui permet aussi de rétablir des choses qui étaient coincées. Et est-ce que, tu vas me dire si tu le vois pareil ou si c'est un ressenti qui te parle, mais que le moment où la personne, elle arrive un petit peu à faire preuve d'autocompassion pour une de ses versions passées, justement, ou de Mhm. ses parties d'elle, peu importe, est-ce que t'as pas cette impression que la personne se rapproche Mm, de cette partie, il y a comme mm, un clic et une connexion qui se crée, mm, comme mm. un lien de communication, tu vois, entre les deux, Ouais. que d'un coup, des informations passent entre Mm, les deux, mm. alors qu'avant, c'était deux choses isolées. Parce que moi, je le vois de cette manière-là, comme pour les autres, où plus on est isolé, moins on arrive à faire preuve de cette autocompassion, de cette compassion, pardon. Et ben, pour ces parties en soi, j'ai l'impression que pour que l'autocompassion circule, Mm, que le pardon puisse se faire, l'acceptation puisse se faire, qu'il y a besoin d'un coup que, boum, ces deux parties-là se connectent et qu'il y ait de nouveau des informations qui acceptent d'être passées, qui puissent être passées. Et je pense qu'on a, pour beaucoup, c'est ça qui est difficile, c'est cette connexion parce que mm, justement des informations vont passer et que souvent, ces parties, c'est des parties avec qui on veut rien avoir à faire. mm, mm, Et mm. pour les autres, c'est pareil. Cette personne, je veux pas faire preuve de compassion pour elle parce que je veux rien avoir à faire avec elle. Sinon, il y a des choses qui vont passer entre nous. Et je refuse qu'il y ait des choses qui se passent entre nous. Et Ouais. pareil à l'intérieur de soi. Tu me dis si c'est quelque chose qui est... Totalement. C'est totalement, je te rejoins là-dessus. Et une partie du processus, c'est justement de rétablir une communication.
Ouais, entre ces parties et que chacune écoute l'autre, en fait. Parce que c'est ça, c'est qu'elles ne s'écoutent pas, elles ne veulent pas se prendre en compte. Et de sortir un petit peu de son prisme, de sa manière de voir les choses pour, ok, et ben là, je vais t'écouter avec une oreille, si possible, de non-jugement, ou en tout cas, je vais mettre un peu mon jugement de au côté moins une pour, oreille, quoi. ouais, au moins une oreille, pour essayer de comprendre comment toi tu vois les choses Ouais. et quelle est ta position. Et tu vois, ce que tu évoques, ça me fait penser aussi aux thérapies de couple. Parce que dans Mm. les thérapies de couple, il y a aussi ça, c'est qu'on va essayer que les personnes recommuniquent entre elles, parce qu'en fait, il y a souvent une perte de communication où chacun est dans pense avoir raison, Mhm. chacun est dans sa souffrance, sa douleur ou dans ses propres difficultés, et chacun maintient ses positions et a du mal à essayer de se mettre à la place de l'autre ou d'essayer de comprendre la position de l'autre, et du coup, bah, c'est sûr que ça peut que avoir du conflit. Il n'y a rien qui peut se passer si on ne fait pas un pas de recul, qu'on essaie d'écouter l'autre et de communiquer. Donc c'est exactement comment tu l'as exprimé, c'est ce côté connexion, on va reconnecter ensemble, on va recommuniquer Mhm. ensemble, on va rééchanger des informations, mais c'est important d'avoir cette approche de je vais pas communiquer juste pour dire ce que moi j'ai envie de dire et puis c'est bon quoi, allez. Non, effectivement. C'est vraiment j'écoute la personne et on s'auto-écoute quoi dans l'échange. Et c'est vrai que bah, parfois il y a des couples avec le temps qui perdent vraiment cette communication et ça peut être vraiment difficile de retrouver cette écoute. Il y en a peut-être qui l'ont jamais eu aussi, donc c'est de créer cette écoute parce que mais ça derrière c'est qu'il y a aussi de la souffrance aussi derrière hein, et des besoins particuliers. Mais ce côté communication c'est super important dans le Ouais, je processus. pense qu'il y a cet aspect parole, communication, et comme tu disais, tu vois, l'empathie, c'est quoi? C'est des informations qui circulent. Mm, Si tu veux pouvoir ressentir l'émotion de l'autre, il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. mm, Si c'est coupé, ouais. tu vas pas ressentir les émotions de l'autre aussi. Et donc, tu vas pas pouvoir, je veux dire, tu vas même pas pouvoir voir qu'il est triste, qu'il est mal, Mm, qu'il mm, 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 souffre, etc. Tu vois. Et ça, on le voit, comme tu disais, dans les couples, d'un coup, deux entités isolées, mm. et il n'y a plus d'empathie qui passe, il n'y a plus de communication, comme tu disais, il y a plus rien, en fait. Et c'est comme s'il y avait besoin de remettre les câbles, tu vois ce que je veux dire, entre les Ouais. deux. Et je pense que pour que la compassion arrive, il y a besoin d'être connecté à l'autre ou à soi. Il y a cette notion de connexion qui est fondamentale. Et en tout cas, qui a été aussi beaucoup représentée dans ces philosophies méditatives. C'est qu'on est tous connectés et il y a une vraie importance de reconnecter avec les autres. Et la méditation est un des moyens qui est utilisé pour se sentir connecté avec un tout, se sentir connecté avec tous les êtres humains, etc. C'est une des choses qui va être le plus souvent ramenée par les personnes qui méditent depuis longtemps. Elles vont te dire, plus je médite, plus je me sens connecté aux autres, aux vivants, aux choses. Et comme ils se sentent plus connectés aux autres, aux vivants, cette connexion, elle réapparaît de plus en plus. Et donc la compassion, la communication, toutes ces choses-là s'améliorent parce que les câbles sont de nouveau là. Mm. Et ça, c'est vraiment un des trucs qui aussi dans les recherches scientifiques sont des symptômes, des conséquences ou des bénéfices, on va dire, qui sont souvent nommés par la pratique de la méditation aussi dans les études scientifiques. C'est ça qui est assez intéressant. Et je pense qu'il doit y avoir un lien entre ces deux choses-là pour la compassion et Mm. cette connexion, ce sens de connexion avec les autres. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que tu entends par le mot connexion? Je ne sais pas si ça a été théorisé dans les pratiques que tu connais. Alors, connexion, c'est, en fait, si tu veux, on vit notre vie dans une bulle, comme ça, avec une espèce d'une bulle autour de nous, d'accord? Et on pense que ça c'est moi, ça c'est toi, ça c'est les autres, ça c'est... Et que tout est séparé, Mhm. tu vois?
Et en fait, c'est une réalisation que cette bulle, c'est pas une bulle hermétique. C'est assez poreux en réalité. Que ce que l'on fait va influencer la bulle d'à côté, que ce que je dis va rentrer dans la bulle d'à côté, que mon émotion va pouvoir passer d'une bulle à l'autre, Mm. qu'il y a aussi alors, tout un concept sur ce qui est plus énergétique, qui est aussi dans ces pratiques-là. Mais qu'en fait, toutes ces choses qu'on pense vraiment séparées, Mhm. mais même on le voit en termes de recherche biologique, on sait que les microbiotes sont reliés, on sait que dans une famille, par exemple, proche, la microbiote qui est sur la peau, elle va être, elle va se ressembler dans une famille, dans une ethnie, il y a beaucoup plus de connexions en fait entre les êtres humains qu'on ne le pense. Mm. Et comme je te disais tout à l'heure, quand consciemment on arrive à rétablir cette connexion, à se sentir proche des autres, cette communication est plus Mm. fluide. Et donc, l'empathie vient plus facilement. Donc, la communication vient plus facilement. Le ressenti, le fait d'être proche et donc de ne pas avoir peur. Et donc, tu vois, il y a plein de choses qui Mm. découlent de ça et la compassion. Donc, en fait, cette connexion, c'est une réalisation Ouais. qu'en fait, chaque individu et être vivant sont faits un peu de la même chose. Ok. Mm. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ça nous relie. Ouais, En fait, ça met en avant des similarités exactement. qu'on peut avoir et du coup, ça nous relie et rend plus connectés. Ouais, d'accord, je vois. Mm. Il y a vraiment cette notion que on est tous un petit peu la même chose. On est tous Mm. des cellules, on est tous des parts de la Terre. Tu vois, on peut aller même plus loin, Ok. tu vois, dans le sens que plus tu laisses tomber les barrières et plus tu vois qu'en fait, entre toi et l'autre, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, mais que l'essence, c'est un peu la même chose, en fait. Mm. On est fait de la même truc, on a été construit pareil, on a été... Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est très similaire un être humain avec un autre. Mm. Et quand tu vas même plus loin, et on le, et même les scientifiques ont presque plus de facilité avec cette approche-là, parce que plus tu vas dans le petit, et plus tu comprends qu'en fait tout est fait de la même chose. Et il y a beaucoup de ces philosophies qui mettent en avant, et des maîtres qui disaient, voilà, je suis pas bien différent de cette pierre. Et on peut se dire, ok, t'es un peu un marteau, toi. Mais en fait, la science va plus dans ce sens-là qu'autre chose. Oui, effectivement, entre une pierre et toi, les agencements sont différents, mais tu es à peu près fait de la même chose, énergie, masse, etc. Voilà. Oui, de facto, c'est pas très différent. Donc, tu vois, il y a cette espèce de plus tu vas dans ce sens-là, et plus tu te sens proche de chaque chose, et donc plus tu vas les traiter avec respect, avec proche de ce que tu es. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Tu vas pas leur faire du mal parce que c'est un peu comme faire du mal à toi, quoi. Je te- Mm. C'est un peu pareil. Et plus cette connexion est lointaine, et on le voit, c'est plus facile d'aller taper sur des gens qu'on déteste et Mm. qu'on a, qu'on a démonisés, qu'on a Ouais. rendus inhumains, Déshumanisé, ouais. déshumanisés. Mm, mm, mm. Tellement plus simple d'aller leur taper sur la tronche que de le faire sur la personne qu'on aime plus que tout au monde et qu'on se Mm. sent proche et qu'on sent tellement similaire à nous. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Cette Ouais. connexion, elle va vers ça. Mm. Mm, tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas à une petite méditation? Mais avec grand Hein? plaisir. Avec grand plaisir. Je vais m'installer. Donc, on va faire ce qu'on appelle une méditation. Alors, il y a plein de noms. En anglais, loving kindness, donc ça veut dire l'amour inconditionnel, on va dire ça comme ça en français. Il y a le terme méta-méditation qui est aussi présent dans certaines traditions. Méditation de la compassion, on peut l'appeler de plein de manières différentes. L'idée de fond, c'est que on va essayer d'aller connecter avec notre sentiment de compassion en nous. Et pour ce faire, on va essayer d'aller le chercher là où il apparaît naturellement. D'accord?
Donc, ce que je vais vous demander et te demander à toi, Laure, c'est de réfléchir ensemble, là, et tu peux le garder pour toi, hein, vraiment pas besoin de le dire. Pareil, de votre côté, vous le gardez à l'intérieur de vous. Une personne, ou ça peut être aussi un animal, quelqu'un ou quelque chose qui, pour vous, réveille en vous un sentiment de compassion, si vous arrivez à mettre le terme compassion dessus, sinon au moins quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez un espèce d'amour inconditionnel, un amour tellement fort que il pourra faire, allez, je l'aimerai toujours. Donc essayez de trouver une personne, souvent ça peut être une personne ou un animal pour beaucoup de personnes, qui a cette qualité pour vous, qui réveille en vous cette émotion, ce sentiment, cet état. Ok. Une fois que c'est fait, on va fermer les yeux. On va juste prendre quelques instants pour l'instant pour respirer. On va juste se mettre dans cette méditation ensemble et pour ça, on va prendre une grande inspiration et on va expirer toute l'air de nos poumons par le nez, par la bouche, peu importe. On respire normalement et on sent que cette expiration, elle nous a déjà posé un peu. Puis on va prendre une deuxième grande inspiration. Et pareil, on va expirer toute l'air de nos poumons, les laisser sortir doucement. Et on s'ancre bien dans sa position. On sent que les muscles relâchent, se détendent. À partir de maintenant, nos yeux vont bien rester fermés jusqu'à la fin de la pratique. Et on va prendre une troisième grande inspiration et une dernière grande expiration. Et là, on se sent totalement apaisé, bien posé. Et à partir de maintenant, on va essayer de connecter avec ce sentiment de compassion, d'amour profond. Et pour ça, la personne ou l'animal ou peu importe que vous avez trouvé tout à l'heure, vous allez essayer de la visualiser en face de vous. Laissez son image se dessiner, ou si vous avez de la peine à visualiser en termes d'image, vous pouvez aussi simplement sentir sa présence, entendre sa voix, peu importe. Essayez de faire comme si elle était là, en face de vous. Et maintenant, observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Essayez de connecter avec cet amour que vous avez pour cette personne, cet animal, cet amour inconditionnel qui apparaît naturellement quand vous pensez à cette personne. Sentez cette lumière, cette chaleur qui vous envahit, cette émotion. C'est comme si vous et cette personne étiez englobés dans une bulle d'amour, de compassion. Et on va rester un instant, pour l'instant, juste avec cette personne-là, pour qui naturellement, c'est tellement simple de ressentir de l'amour. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que maintenant, j'aimerais que vous ajoutiez deux autres personnes, peut-être de votre cercle proche, de votre famille, des amis, peu importe, des personnes pour qui aussi, même si c'est peut-être moins naturel, ça l'est quand même assez, c'est assez facile. Et on va englober ces deux autres personnes. En plus, on va avoir trois personnes en face de nous et on va les englober dans cet amour, dans cette compassion eux aussi. C'est comme si cet amour, cette compassion, elle rayonnait de l'intérieur de vous et elle les englobait, elle se répandait sur eux, elle les entourait, elle les englobait. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez visualiser comme une énergie, une lumière qui sort de votre cœur et qui les prend à l'intérieur.
Et maintenant, ça va pas forcément être si facile à visualiser, mais c'est plus une intention. On va simplement ressentir leur présence et voir peut-être des visages, même s'ils sont un peu flous, c'est pareil, de toutes les personnes de votre cercle proche que vous aimez bien, que vous appréciez. Et pareil, vous les englobez aussi dans cette douce chaleur, dans cette douce énergie, dans cette compassion, dans cet amour inconditionnel. Puis on va aller encore un peu plus loin, on va ajouter ceux qu'on connaît un peu moins bien, mais qui sont sympathiques. Collègues, des connaissances, des amis d'amis. Peu importe, on les ajoute, on les prend aussi eux avec. On les englobe dans cet amour, dans cette compassion. Et on va encore étendre ce voile de compassion, cette bulle d'amour, pour toutes les personnes qu'on ne connaît pas, qui nous entourent, qui sont pas loin de chez nous, qui sont dans notre quotidien, mais que on ne connaît pas particulièrement. Tous ces visages inconnus. Ça commence à faire du monde. Les visages sont flous, c'est pas grave. Et on va aller encore plus loin. On va rayonner sur les 100 kilomètres autour de nous, sans distinction de personnes, d'animaux, peu importe. C'est comme si ce rayonnement partait dans toutes les directions autour de vous. Vous avez toujours vos proches, ces personnes que vous aimez autour de vous, et il y a aussi tous ces visages et toutes ces présences et tous ces êtres vivants qui sont aussi là, pour qui vous rayonnez de l'amour et de la compassion, sans distinction. Et cette bulle grandit, grandit, elle parcourt les terres, elle englobe tous les êtres vivants. Elle fait maintenant le tour de la Terre. C'est comme si en face de vous, vous n'aviez plus simplement des visages, mais une Terre entière. Et cet amour inconditionnel, cette compassion continue de rayonner et d'englober toute l'humanité, tous les êtres vivants, sans distinction. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener toute cette énergie, toute cette lumière, toute cette compassion et cet amour à l'intérieur de nous. Comme si tout était absorbé à l'intérieur de notre cœur. Et on va la laisser rayonner à l'intérieur de nous. Comme si elle allait dans toutes les parties de notre corps. Comme si cet amour inconditionnel et cette compassion remplissaient chaque recoin de notre être. C'est comme si tu n'étais que compassion, que amour à cet instant-là. C'est ta seule nature.
Il ne reste que ça à l'intérieur de toi. Et on va profiter de la laisser simplement là. Rien d'autre à faire. On va juste prendre une grande respiration. Et quand tu le souhaites, quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux, laisser cette énergie, cet état à l'intérieur de vous perdurer le temps qui perdurera. Il perdurera malgré les yeux ouverts, le temps qu'il restera. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez, à votre rythme, ouvrir les yeux. Super. J'espère que ça a été pour tout le monde. On va voir si ça a été pour Laure. Yes, C'est c'était très beau, très tant beau. mieux. C'est le but. Ouais, très sympa. À savoir qu'il y a plusieurs étapes en fait dans cette méditation. Là, c'est la version un petit peu de base, très guidée pour celle-ci. Plus on va pratiquer et plus on le fait avec sérieux et moins on va le guider en fait. On peut le faire soi-même et vous pouvez le faire à la maison sans problème. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de partir sur ce sentiment de connecter avec quelqu'un qui est où c'est assez facile. Et ensuite de rayonner, d'augmenter. Une étape supplémentaire après, ça veut peut-être de se visualiser soi en face. À savoir que ce qui est très drôle, c'est que traditionnellement, on le fait sur la personne qu'on aime, notre famille, puis soi. On se visualise soi en face aussi. Puis on augmente aux personnes plus lointaines, etc. Et on finit par les ennemis, les gens qu'on n'aime pas. Puis, euh, dernièrement, beaucoup de maîtres et aussi de pratiquants, etc., ont noté que la société a un peu changé quand même, et que c'était plus si facile que ça de faire preuve d'autocompassion, justement. Et donc, ce que beaucoup de personnes ont proposé et pratiquent, et c'est quelque chose que je partage énormément aussi, je pense que c'est pas mal, c'est d'amener l'autocompassion plus tard, donc de faire Mhm. par les personnes que l'on aime, les personnes de la famille, augmenter, etc., puis ensuite soi, et pour finir par les personnes qu'on déteste. Mais contrairement à le mettre plus au départ, comme c'était avant, plutôt de le mettre plutôt vers la fin, parce que finalement, je pense que ça se situe juste avant les personnes qu'on déteste, en termes de difficulté. Mais oui, après, on peut effectivement aussi visualiser les personnes pour qui on a du ressentiment, pour qui on a de la colère, et aussi essayer de projeter cette sensation de compassion et d'amour. Mais là, déjà, c'est une bonne base. Ça Mhm. permet d'apprendre à cultiver cette compassion à l'intérieur de soi. Donc Ouais, voilà. puis j'aime bien le côté progressif aussi Mhm. que tu as. Et puis tout de suite, enfin, moi j'avais en premier dans ma tête mon conjoint, du coup, et tout de suite, bah forcément, ça vient, tu vois, Ouais, directement. Enfin, j'ai eu le sourire. Alors, je sais pas si vous verrez la vidéo, mais t'as eu le sourire. ouais. Et du coup, après, tu pars déjà avec cette intention-là, et Ouais, après, ça élargit aussi. Donc, je trouve ça super intéressant. Et ce que tu évoquais là sur l'évolution de la pratique de la méditation, je trouve ça super intéressant aussi ouais, de voir que à la base, c'était plus le soi arrivé avant, et puis en fait, ça s'est réadapté là actuellement. ouais. Ça change beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui parlent de ça dernièrement. Et que, en fait, c'est plus. C'est pas théorique, en fait, hein. C'est vraiment une observation. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, quand tu pratiques avec des gens, quand tu mets l'autocompassion trop tôt, tu vois que ça casse le truc. Ouais. Et Mm. c'est quelque chose que je remarque systématiquement. Donc, on va du plus facile, puisqu'on veut Mm. cultiver cette compassion, vers le plus dur. Et si on la mène trop tôt, j'ai remarqué que chez beaucoup de personnes, ça les sort beaucoup plus facilement et qu'on n'arrive pas à progresser suffisamment loin. Elle arrive Ouais. trop tôt. Donc, en fait, on remarque qu'en l'amenant un peu plus tard, c'est quand même plus efficace, c'est plus facile. Comme C'est quoi, pas si simple, hein. ouais, mais ça rejoint ce qu'on disait au début sur Exactement. plus facile
d'avoir de la compassion pour les autres que pour soi-même. Et qu'au final, ouais, ça, du coup, ça créerait blocage si on l'amène trop tôt. Je pense que c'est ça, ouais. Mm. C'est ça. Et ça fait sens aussi avec thérapie que je peux pratiquer où on va aussi mettre parfois du temps à aller vers cette autocompassion et ça se fait par étapes. Mhm. Et on va aussi, dans le travail notamment potentiellement traumatique ou d'autres blessures qui ne sont pas forcément des traumas, mais euh, on va aussi essayer d'avoir une approche plutôt autocompassionnée. Et si on sent que la personne, elle n'est pas encore là-dedans, ben, on va pas y aller tout de suite, quoi. Exact. Donc ça rejoint ça aussi, je trouve ça intéressant de... Exact. Mm, mm, mm. Mais la plupart des méditations sont progressives, en fait. Ouais. Celles qu'on connaît, qui sont le plus répandues, c'est souvent des versions les plus basiques que tu trouves, mais il y a souvent des niveaux supérieurs, Mm, etc. Et pour la compassion, pour cette méditation, il y a vraiment beaucoup de niveaux différents. Et quand je dis niveau, c'est pas genre, oh, ils sont des trop forts, etc. C'est juste une question de progression. mm, C'est juste que au début, c'est déjà difficile pour certaines personnes de faire preuve de compassion pour qui que ce soit. Et puis pour d'autres, ça sera difficile de faire preuve de compassion pour tout le monde, parce qu'il y a une impression de dire que, ouais, mais dans ces personnes-là, il y a quand même des gens que j'aime pas trop. Et puis pour d'autres, ça s'arrêtera justement à l'autocompassion. C'est à ce moment où ils se visualiseront en face d'eux-mêmes et qu'ils essaieront de rayonner cette énergie que ça bloque, c'est pas aujourd'hui, quoi. Et on va cultiver ça petit à petit. Et puis après, ben, une fois qu'on a réussi à passer toutes ces étapes, peut-être qu'on va commencer à se dire, genre, pour un groupe de personnes pour qui on a de la peine. mm, Voilà. On vit dans un monde aujourd'hui où il y a souvent des groupes de personnes qu'on n'aime pas. Tel parti politique, telle religion, tel pays, tel mm. genre. Je On ne n'en serais manque pas, hein, on va tout ce qui peut nous diviser, tout quoi. ce qui, ouais, tout ce qui peut nous diviser, tout ce qui Donc, peut nous différencier, nous diviser, ouais. voilà. Donc, ça peut être une étape supplémentaire. Mm, Et après, ça peut être encore plus intense. C'est des fois un persona, genre vraiment une mm, personne. Tu vois, tu parlais de trauma à un certain moment. C'est vraiment à la fin qu'on peut se dire, je peux m'asseoir avec la personne qui a peut-être créé un trauma chez moi et être capable de rayonner de la compassion et de l'amour. C'est compliqué. mm, Je l'ai pas donné là parce qu'on a fait l'exercice un petit peu différemment, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un petit mantra ou une phrase. On peut aussi le faire, c'est-à-dire que la seule chose qui change dans cette méditation, si vous faites comme ça, c'est qu'au moment où vous visualisez la personne en face de vous, vous pouvez vous dire à l'intérieur, je te souhaite d'être en paix et heureux dans ta vie. mm, Voilà, tout simple. Et après, pareil, quand il y a plusieurs personnes, on peut se répéter cette chose-là. Ça peut déclencher cet amour. Ça peut être un canal, mm, en fait, pour focaliser cette énergie. Voilà. Regarder ces personnes et se dire, ok, je te souhaite de vivre en paix, de vivre heureux, mm. sans souffrance. Voilà. C'est des choses comme ça qui permettent de verbaliser une émotion. Ça peut aider. Et tu peux te le dire à toi-même aussi, du coup. Exactement. Ouais. Mm, C'est souvent une étape quand on n'arrive pas à le faire. Tu mm, vois, si tu es en face de toi-même et que tu n'arrives pas vraiment à être dans cette émotion-là, tu peux au moins le mm, dire. C'est pas grave s'il n'y a pas encore l'émotion avec. C'est pas grave si c'est pas vrai. mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. pas grave. Déjà être capable de le dire, c'est déjà une énorme étape. Mm, Dans des notions de pardon, on peut le faire aussi, tu vois. On mm, peut se dire, je pardonne cette personne, juste verbalement. Et c'est pas grave si on n'est pas d'accord, qu'on le sent pas, etc. Si on est déjà capable de le dire, de le verbaliser, c'est déjà une énorme étape. mm. Ok, intéressant. Mm. Bah, merci Annick pour cette Mais avec méditation. plaisir, de temps en temps, c'est sympa, on fait des exercices. Ouais, puis moi j'aime bien du coup, tu sais, vers la fin de l'épisode, on avait bien parlé. Allez, petite Ouais. méditation, c'est Yannick qui travaille. Bon, après, c'est pas que moi, il y a d'autres épisodes, si vous avez pas fait tous les Oui, épisodes, où c'est Laure qui a travaillé et qui nous a fait faire c'est des petits vrai, exercices. c'est vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps, ça sera peut-être un truc à faire pour un Oui, prochain épisode. tout à fait, exactement. Et comme on a pas mal parlé du couple aujourd'hui, bah justement, on avait fait un exercice de jeu de rôle.
Tu as raison, c'était Sur l'art le l'épisode du dernier. couple. Donc je vous invite à aller le regarder, à aller regarder, l'écouter. Ça dépend sur quel canal vous êtes. On mettra ça dans la description. Et si ça vous a plu, ou si vous voulez nous faire vos retours, si vous avez fait la méditation, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit message. Donc on met toujours dans la description les comptes Instagram. Si vous êtes sur YouTube, c'est en commentaire. Et puis, vous abonner aussi, c'est sympa. Nous, on est contents quand on voit des gens qui Mhm. s'abonnent. Ça permet aussi qu'il y ait plus de personnes qui puissent visualiser et accéder au podcast. Et puis, d'en parler autour de vous. Bah, tiens, pourquoi pas d'envoyer cet épisode aux personnes que vous aimez, à vos familles, votre conjoint, voilà, d'avoir cette compassion tous Partageons ensemble. la compassion. Partageons la compassion. La semaine dernière, on vous a dit partageons le bonheur, donc partagez cet épisode. Et aujourd'hui, on partage la compassion. Et s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez aussi nous les dire. Et puis, on pourra potentiellement parler de tout ça. Ben ouais. Voilà pour moi. Merci beaucoup, hein, pour cet épisode positif, encore une fois. Ouais, Là, on j'ai était, beaucoup aimé, ouais. Franchement, ouais, c'était c'était très sympa. agréable, très sympa. On a Tout à eu fait. plein d'échanges très, très cool. Merci à Yes. nous avoir écoutés aussi, Ouais. jusqu'au bout. C'est pas toujours. Jusqu'au bout. Ouais, c'est pas toujours évident. Mais on nous a dit que vous nous écoutiez en plusieurs fois. Donc Je veux voilà. continuer. Voilà, en plusieurs fois, c'est très bien aussi. Et puis bah merci à tous. Et puis bah dimanche dans 2 semaines à peu près. Normalement c'est à peu près toutes les 2 semaines. Ouais, à peu près, voilà. Voilà. On va dire à peu près. Allez, ciao ciao. Salut!